Bonjour à tout le monde, bonjour et bienvenue à cette troisième matinale de cette semaine. Aujourd'hui, on va dans le Vaucluse, on va à l'association syndicale autorisée du canal de Carpentras. La directrice André Pignard est avec nous, qui a été justement interviewée dans la vidéo. Donc, comme toujours, on fait démarrer la vidéo, on va de suite dans le sujet et on reviendra ensemble pour échanger après la vidéo. Donc, je fais partir la vidéo de suite et on revient dans quelques 9 minutes, 10 minutes presque. Les associations syndicales autorisées, ou ASA, sont des établissements publics à caractère administratif indépendants des collectivités territoriales. Elles regroupent des propriétaires fonciers, agriculteurs notamment, autour de la construction, de l'entretien et de la gestion d'ouvrages, afin de préserver une ressource, prévenir des risques et des pollutions, ou encore aménager les cours d'eau. Le canal de Carpentras est la plus importante ASA d'irrigation de France et dessert un territoire déficitaire sur un rayon de 20 km autour de la Durance. Différents choix stratégiques dans la gestion, la distribution et l'entretien des ouvrages hydrauliques de ce canal historique ont pleinement participé à réduire la consommation en eau au bénéfice de la rivière. Le canal de Carpentras, il fait partie du système des canaux de la basse Durance. Il a la chance d'être alimenté par les eaux de la Durance et par le barrage de Serponçon depuis les années 50. Sa prise d'eau se situe à Mérindol. C'est une prise d'eau qui n'est pas spécifique au canal de Carpentras, mais qui est partagée avec d'autres canaux, le canal Saint-Julien, le canal de Lille, le canal de Cap-de-Neuf. Et les premiers kilomètres de ce canal constituent un tronc commun. Ce canal devient canal de Carpentras après une vingtaine de kilomètres. Donc on est situé géographiquement en bout de ce canal. Le droit d'eau du canal de Carpentras est de 157 millions de mètres cubes. Donc ça, c'est la quantité d'eau théorique auquel on aurait droit. Aujourd'hui, on ne prélève plus que entre 70 et 75 millions de mètres cubes en fonction des années, mais on n'arrose plus 6 000 hectares, mais 13 500 hectares. Les gestionnaires à l'époque, donc là on parle d'il y a 170 ans, avaient quand même des difficultés à alimenter les 6 000 hectares du périmètre historique du canal. Ils se sont donc assez vite posé la question comment je vais pouvoir améliorer la desserte. L'Agence de l'eau travaille effectivement avec l'ASA du canal de Carpentras depuis plusieurs années maintenant, à travers notamment des contrats de canaux qu'on a effectivement élaborés et signés avec cette ASA et d'autres partenaires du territoire. Aujourd'hui, nous en sommes au deuxième contrat de canal. C'est un partenaire important du territoire vauclusien, puisqu'il nous permet effectivement sur ce territoire où il a compétence de pouvoir faire des économies d'eau importantes et de pouvoir effectivement aller dans un sens de la sobriété sur ce territoire qui en a besoin. On soutient des projets d'économie d'eau agricole dans les secteurs qui ont été identifiés comme déficitaires aux usages. Une rivière déficitaire, c'est une rivière sur laquelle on a identifié que l'ensemble des prélèvements qui ont lieu actuellement dans cette rivière, tant pour l'alimentation potable que pour l'irrigation agricole ou pour d'autres usages, est supérieur en fait à la capacité du cours d'eau. Et que du coup, si tous ces usages, tous ces prélèvements ont lieu, il ne reste pas suffisamment d'eau dans la rivière pour assurer la possibilité pour les espèces qui y vivent d'y effectuer l'ensemble de leur cycle. Première des pistes de travail a été de travailler sur la régulation du Grand Canal. Ensuite, on s'est intéressé au mode de desserte. Le mode de desserte historique du canal, c'est l'irrigation gravitaire. On fait couler l'eau dans le sens de la pente et on va inonder les terres, soit à l'arrêt, soit par submersion. C'est une irrigation qui est très consommatrice en eau. On a essayé de voir comment changer ce mode de desserte en supprimant là où on pouvait le faire, ça c'était dans le début des années 70, les filioles qui sont des mini-canaux par des canalisations enterrées, une pression qui se fait uniquement par gravité. Et l'eau, au lieu de couler en permanence dans la filiole, est enfermée dans le tuyau et ne va sortir que quand l'agriculteur va ouvrir sa vanne. Ce que je viens de vous décrire s'appelle l'irrigation basse pression sans avoir dépensé d'énergie électrique, c'est une mise sous pression via la gravité.
Dans les années 80, la technologie des stations de pompage s'est vraiment développée, a pris son essor. Et comme tous les efforts qu'on avait faits précédemment avaient porté leurs fruits, les efforts de régulation, de modernisation, on s'est aperçu qu'on arrivait à desservir de façon confortable nos 6000 hectares de départ et on avait encore de l'eau disponible pour amener l'eau peut-être sur des terrains qui étaient en demande, qui étaient sans ressources en eau. Et on a commencé à poser des stations de pompage au bord du canal pour amener l'eau au-dessus topographiquement du canal, ce qui n'était pas du tout le cas du périmètre du canal d'origine. Et aujourd'hui, on a donc un périmètre qui a plus que doublé. On était à 6000 hectares, on est passé à 13 500 hectares parce qu'on a développé le réseau sur des secteurs sans ressources. La modernisation de réseau, elle génère beaucoup d'économies, ça c'est vrai, des économies d'eau, c'est incontestable, mais en contrepartie, elle génère aussi beaucoup de consommation électrique qui n'existait pas avant. Mais c'est vrai que la crise énergétique qu'on vient de rencontrer a été un vrai électrochoc. On est passé d'une facture d'électricité autour des 500 000 euros aurait pu atteindre les 2 millions d'euros l'année dernière. Mettre sous pression pour économiser plein d'eau, oui, mais le coût du mètre cube reste acceptable économiquement pour l'exploitant qui va vendre ses produits derrière. Le passage d'une irrigation gravitaire à une mode de desserte modernisée, sous pression, certes, ça va permettre de générer des économies importantes sur la ressource du rance, en l'occurrence à la source, mais il faut aussi anticiper les conséquences sur le milieu local. Il y a tout un écosystème qui est lié à ces rejets d'eau, ces surplus d'eau du canal, avec souvent une faune et une flore qui sont associées. Et je pense que ça vaut le coup d'étudier les choses pour voir sur des secteurs peut-être à plus forte valeur environnementale, si on ne fait pas une bêtise en modernisant. C'est toujours difficile de donner des conseils, mais peut-être le premier, ce serait de travailler à la régulation de son ouvrage principal, de son grand canal, de son canal maître, travailler avec des ingénieurs pour trouver des solutions pour optimiser la régulation de ce canal, mettre des vannes de régulation, des sondes de mesure qui permettent d'ajuster les quantités d'eau dont le canal a besoin et les quantités d'économies qu'on peut réaliser rien que sur cette régulation sont déjà très importantes sans avoir touché au mode de desserte. Si jamais on veut aller un peu plus loin, qu'on a déjà travaillé sur la régulation de son canal, la première des choses, avant de penser technique, de penser tuyau, c'est vraiment d'aller sur le terrain, de faire de la concertation, d'aller rencontrer les usagers, leur expliquer comment ça va fonctionner, les communes qui vont être concernées, les acteurs de l'environnement, des cours d'eau qui vivent autour, et vraiment de faire une présentation le plus en amont possible de ces projets et qu'on en discute ensemble et qu'on explique pourquoi on veut faire ça et les intérêts qui sont liés à ce projet. C'est finalement le résultat d'une longue émergence qui commence déjà par l'identification des projets, mais également la concertation sur le territoire, la réalisation des études techniques, voire environnementales pour les conduire. Si après cette phase de concertation, on voit qu'il y a une adhésion au projet, mon conseil, ce serait peut-être d'aller sur des projets qui restent raisonnables en termes de taille. Il vaut mieux commencer petit, arriver au bout de son projet, ça fait boule de neige. En général, on voit les bénéfices, l'intérêt des gens qui sont passés à la modernisation, et puis on peut embrayer sur un nouveau projet peut-être d'une ampleur un peu plus importante. Donc tout ça a pu être mis en place grâce, c'est vrai, à des financements d'opérations, de régulation, de modernisation, qui sont le plus souvent financés à hauteur de 80%, dans lequel l'Agence de l'eau est un des principaux financeurs. L'Agence de l'eau, elle accompagne les ASA, notamment sur tout ce qui est projet d'économie d'eau. On intervient en cofinancement avec d'autres partenaires, qui peuvent être la région, les fonds européens et le département. La spécificité en fait, des aides de l'Agence de l'eau, c'est que nous, ce qu'on aide, c'est les économies d'eau qui reviennent au milieu aquatique. Dans ces contrats canaux sont également inclus toute la partie animation, à l'émergence de projets, mais également à la concertation sur le territoire. Dans le cadre du changement climatique qu'on vit tous et qu'on subit tous,
des discussions sont en cours pour pouvoir élargir finalement ce soutien au projet d'économie d'eau agricole à l'ensemble des périmètres, parce qu'on sent bien que ça va concerner de plus en plus de territoires. Le point d'eau dans la Durance, c'est contribuer au dynamisme si spécifique d'une rivière en tresse. C'est ainsi assurer la propagation des sédiments fins, constitutifs des plages naturelles de la rivière, où une drôle de silhouette se laisse observer. La petite massette, espèce rare et menacée, apprécie tout particulièrement ces rives de sable fin, nées du mouvement de l'eau et du transport des sédiments. Vous voyez, quand on s'y met ensemble, ça coule de sens. Et voilà. Pour une fois, on avait une espèce végétale. Alors, voilà, je reviens. Attendez, hein. Hop. Alors, est-ce que tout le monde voit mon écran? Voilà. Voilà. Hop. Sandrine, oui, on voit bien ma slide, oui. Oui, tout va Parfait, bien. parfait, parfait. Alors, Sandrine, comment ça va alors après qu'on a tourné la vidéo dans le canal? Voilà, est-ce qu'il y a des nouvelles? Il y a eu je sais pas, il y a eu quelque chose à signaler entre-temps ou ce Non, serait on continue dans le mouvement qu'on a déjà embrayé. La modernisation, elle est toujours au cœur de nos préoccupations et elle occupe une grande partie de nos projets à venir. Donc, on est vraiment dans la continuité de l'échange que nous avions eu ensemble. Euh, je dirais peut-être que les questions liées aux conséquences de la modernisation deviennent de plus en plus prégnantes et les gens qui vivent sur le territoire nous interrogent de plus en plus sur voilà les conséquences de ces modernisations, ce que je ressentais pas du tout voilà il y a une quinzaine d'années quand on lançait un projet de modernisation. Euh, Bon, bah voilà, on voyait tout de suite le bénéfice, je dirais, pour l'exploitant qui allait pouvoir bénéficier d'un réseau sous pression moderne, pouvoir faire du goutte à goutte, de l'irrigation de précision et passer sur une irrigation moderne, plus le volet économie sur la ressource. Mais finalement, les conséquences sur le milieu local, nous, on en avait quand même conscience, mais ça ressortait pas forcément dans les discussions. Aujourd'hui, les choses ont vraiment changé. Les gens sont quand même de plus en plus sensibilisés à tout ça, peut-être à ces effets induits de nos canaux sur le territoire. Et donc, le volet concertation, il prend encore peut-être plus de sens et il est encore plus important qu'il y a une dizaine d'années. Et ces projets de modernisation, ils peuvent susciter des contestations. Alors, pas de la part les agriculteurs, eux, ils ont besoin qu'on fasse évoluer ce réseau. Enfin, là, je parle sur le secteur de Carpentras, je parle pas du tout de secteurs qui sont peut-être en prairie ou en foin où l'irrigation gravitaire est peut-être, voilà, est adaptée. Mais nous, le secteur de Carpentras, on est sur des cultures beaucoup plus maraîchères et arboricoles. Et donc le gravitaire, ils n'en veulent plus. La plupart du temps, s'ils avaient un fort besoin de passer à goutte à goutte, ils ont fait des forages. Donc, ils ont trouvé des moyens de pallier au fait qu'on n'ait pas fait évoluer le réseau. Donc, le monde agricole, lui, est toujours partie prenant et très très motivé par ces modernisations. Mais nos territoires, ils sont pas à 100% agricoles. Dans le Vaucluse, c'est un territoire qui est très mité. Donc quand on modernise un secteur, ben, on va souvent aussi toucher des zones d'habitation. Et ouais. là, les particuliers, ben, ils sont pas forcément très contents de ces modernisations-là. Parce que Ça veut dire qu'il y a le canal qui passe à côté de lotissement. c'est ça, ils ont la petite filiole qui passe au bout de leur terrain. Ils prennent l'eau, bon, selon les tours d'eau, mais enfin, ils ont une quantité d'eau intéressante. Enfin, je veux dire, c'est bucolique. Ils ont une présence d'eau sur leur terrain. Eux, avoir une borne avec l'eau brute, ils préfèrent, ils se contentent du réseau gravitaire et finalement de tous les effets positifs qu'il y a avec, quoi. Donc, et finalement, ces gens-là, ces utilisateurs, ils sont tout à fait mineurs sur le secteur, mais ils peuvent aussi faire du bruit, ils peuvent amener de la contestation et ils nous amènent aussi à nous interroger, nous, de façon plus importante, sur les conséquences de ces modernisations, notamment sur le milieu naturel, sur l'environnement. Donc, bon, on avance avec eux.
Ok, parfait. Je rappelle que si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans la chat, hein, et voilà. Je sais pas s'il y a une attente de secondes. Oui. Quelle démarche administrative une ASA doit assurer quand des parties du réseau ne sont plus utilisées car il n'y a plus d'activité? Par exemple, maraîchère, les champs ont été urbanisés. T'as Bah, entendu ça? Ouais. si, si, j'ai entendu, mais je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais une ASA, c'est un rassemblement de propriétaires fonciers. Euh, c'est constitué d'un périmètre, donc d'un ensemble de parcelles. Au Canal, il y a 170 ans, 100% des parcelles étaient agricoles. Aujourd'hui, le parcellaire, il a beaucoup évolué. On n'est plus sur 100% d'agricole, mais il y a une partie d'urbain, périurbain. Mais ces parcelles, elles restent membres de l'ASA. Donc, on leur doit théoriquement toujours l'eau et on ne peut pas les sortir de l'ASA, sauf s'il y a une perte d'intérêt définitif et c'est quand même très difficile à justifier. Euh, donc, ces parcelles, elles restent dans le périmètre et je leur dois l'eau. Maintenant, quand on modernise, est-ce que la question c'est, est-ce que quand on modernise, qu'est-ce qu'on fait de ces canaux? Quel est le devenir de ces canaux à ciel ouvert qui n'ont plus de fonction? Euh, c'est ça. Ah, c'est ça. Ok. Ouais, c'est ça. Tu Ok. arrives à lire la chat, non? Oui. Ouais, ouais, voilà. Donc ça, c'est une vraie question. Quand on est sur des filioles, donc des petits canaux. Si la plupart du temps, nous, on n'est pas propriétaire du foncier, on est sous un régime de servitude. Donc, étant donné que la filiole, elle perd sa mission de service public qui est l'irrigation, elle ne sert plus, la servitude tombe, on déclasse l'ouvrage du domaine public, ça c'est une décision du conseil syndical, et le propriétaire redevient propriétaire de façon pleine et entière du terrain. Il peut en faire ce qu'il veut, il peut reboucher la filiole, la garder ou nous demander de la remettre en état. Alors ça, c'est quand même des questions qui sont très importantes parce que ces filioles, souvent, elles jouent un rôle d'assainissement pluvial. Hmm. Pas toujours, mais sur certains secteurs, elles peuvent le jouer. Et on a essayé de faire un travail de concertation avec les collectivités locales, les Comcom qui ont souvent cette compétence, pour voir si elles voulaient récupérer ces filioles qui jouent un rôle mixte d'irrigation et d'assainissement. C'est compliqué, c'est hyper compliqué à mettre en œuvre. On arrive à travailler avec certaines collectivités, c'est plus dur avec d'autres. Et puis, quand on est propriétaire du foncier, c'est facile de revendre ou de donner à l'euro symbolique l'ouvrage à la commune. Quand on est sur un régime de servitude comme nous, là, c'est légalement, administrativement parlant, c'est beaucoup plus compliqué. Mais on essaye de travailler aussi sur ces questions-là. Après, aujourd'hui, là, on travaille sur un gros projet de modernisation de 1200 hectares sur la commune de Sarian. Et ce projet va générer la disparition d'un canal secondaire, donc d'un canal qui est beaucoup plus important qu'une filiole. Et là, se pose la question du devenir vraiment de cet ouvrage. Donc, on a rencontré la mairie, la communauté de communes. On va faire aussi une réunion avec l'aide de la communauté de communes. Genre, ils ont appelé ça d'intelligence collective. Moi, je sais pas trop ce que j'ai encore jamais fait ce genre de réunion, mais d'après ce que j'ai compris, on va solliciter un animateur, on va mettre tous les acteurs qui ont un lien de près ou de loin avec ce canal et on va essayer de définir ensemble des pistes pour voir qu'est-ce qu'on pourrait en faire, hein, puisqu'il va perdre complètement sa vocation irrigation. Est-ce qu'il faut continuer à mettre de l'eau dedans? Est-ce qu'on le garde pour son aspect patrimonial, puisque ces ouvrages, ils ont une valeur patrimoniale. Hmm. Mais aujourd'hui, tout ça est entretenu et payé uniquement par les membres de Ouais. l'ASA. Ils ne peuvent plus continuer à payer s'il n'y a plus d'usage irrigation. Ouais, je vois que ça se complexifie parce qu'effectivement, si on veut, c'était voilà, l'urbanisme qui est venu à occuper l'espace agricole à fur et à mesure. Et justement, c'est des utilisateurs autres du monde agricole. Et donc, forcément, on a des conflits. Écoute, il y a une question. Alors, bonjour, quel est le sens et l'objectif de la classification au patrimoine mondial de l'UNESCO des pratiques d'irrigation gravitaire?
Bonjour, oui, c'est moi qui ai posé la question. J'ai entendu parler de cette classification. Mm. Je me demandais, alors je sais que c'est un portage qui est national ou peut-être même européen. Euh, je me demandais quel était l'objectif et je ne sais pas si vous, Canal de Carpentras, vous êtes dans cette démarche de classification de la pratique irrigation gravitaire au patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà, quel est le sens aujourd'hui de ça? Est-ce que vous y voyez aussi un intérêt pour le canal et voilà, pour cette démonstration patrimoniale de ce qu'est ou ce qu'était l'irrigation gravitaire? Nous, on n'est pas engagé directement là-dedans. Euh, Moi, je me sentais pas vraiment hyper légitime de m'engager là-dedans en tant que canal. Ça veut pas dire qu'on n'y est pas du tout, mais étant donné que moi, je suis vraiment intimement convaincue du besoin de modernisation sur mon secteur, et là, et je rappelle, je ne parle vraiment que du secteur de Carpentras, parce que je ressens un vrai besoin, voilà, des exploitants qu'on mute ce système d'irrigation, et puis le fait qu'on ait modernisé, ça nous a permis aussi de fonctionner avec beaucoup moins d'eau, et même quand il y a des crises, j'arrive quand même à desservir mes adhérents, des tensions sur la ressource. Euh, Ça ne veut pas dire que je suis anti-irrigation gravitaire, pas du tout. Je vois les effets positifs de ce mode d'irrigation tous les jours sur le territoire aussi, mais on n'est pas le canal le mieux placé pour défendre ce mode d'irrigation. Alors après, quel est l'intérêt de défendre de cette classification? Aujourd'hui, je sais pas si je vais savoir répondre, mais moi, il me semble que on n'y voit pas très clair sur ces effets positifs induits. On sait qu'ils existent. Euh, Maintenant, pour les quantifier, pour vraiment rationaliser tout ça, c'est assez difficile. On sait que sur certains secteurs, ils jouent un rôle vraiment extrêmement important de recharge de nappe. Donc, euh, tout ne doit peut-être pas être modernisé. Il y a peut-être des secteurs qui doivent rester encore en gravitaire parce qu'il y a des intérêts supérieurs à ça. Et c'est peut-être l'intérêt de cette classification. Mais nous, on n'est pas hyper engagé là-dedans. Et Sandrine, vous avez déjà, comment dire, une espèce, parce qu'après on cherche toujours de se baser sur les données. Vous Ouais. avez déjà toutes les informations de où la nappe est rechargée, tout ce type d'études, c'était déjà fait. Vous connaissez complètement le tracé du canal et qu'est-ce qui potentiellement peut Non, être le non, non, bénéfice ou pas? franchement. Non, on sait que sur sur le canal, ce qui se passe, c'est que les zones en irrigation gravitaire, où il n'y a pas de réseau sous pression, les agriculteurs, ils ont tendance à ne plus utiliser le canal Hmm. puisque c'est de l'irrigation gravitaire et qu'eux, ils veulent du sous-pression. Donc, ils vont faire des forages, ils vont aller chercher, essayer d'autres ressources. Donc, moi, je me retrouve à entretenir un réseau gravitaire qui est très consommateur en personnel, ça demande énormément d'agents, et avec de moins en moins d'utilisateurs. Ce schéma-là, il est pas du tout, il se reproduit pas du tout sur d'autres canaux gravitaires pour qui le réseau même en gravitaire est fortement utilisé. Donc moi, sur mes secteurs où j'ai de moins en moins d'irrigation gravitaire, j'ai de moins en moins d'usage, j'ai de moins en moins de recharge de nappe, j'ai de moins en moins d'effets induits positifs de l'irrigation gravitaire puisque j'ai quasiment pas d'utilisation du réseau. Je vais encore avoir des effets, je dirais, induits positifs du gravitaire via le chevelu de filiole qui sillonne le territoire et qui peut faire des infiltrations, maintenir un milieu humide. Mais tout ce qui est recharge de nappe, sur le Carpentras, on n'est pas concerné. Ok, ok. Mais je sais que récemment, on a modernisé un secteur sur Monteux. Il y a plein de gens qui ont dit non, moi je veux pas l'eau sous pression. Et puis finalement, un an après, ils nous ont dit ah ben mon puits. Donc eux, ils avaient un puits qui était à moins de 10 mètres de la filiole ou Ça, voilà du canal. Et ils ont dit ah ben mon puits il est sec. Donc bah oui, maintenant j'aimerais bien avoir l'eau du canal. Ouais, ouais, ouais. Je vois. Écoute, Mais il y a, Pascal, oui, de Real, peut-être qu'il veut intervenir. Oui, vous m'entendez? Oui, oui, oui. Oui.
Oui, alors je ne suis pas à l'origine de cette démarche de classement UNESCO. Simplement, je voudrais rajouter à ce qui a été dit et qui est très vrai, hein, les histoires d'irrigation gravitaire, ça s'applique vraiment en fonction de chaque territoire. Mais c'est pas seulement un objet technique, le réseau d'irrigation gravitaire, c'est aussi un objet social Oui, qui a construit la culture d'un territoire, qui a construit les paysages en Provence. Et donc, on peut pas simplement, et je pense que c'est un peu ça qui est derrière. Alors, parce, la démarche, elle est nationale, donc il y a d'autres territoires, notamment de montagne ou de moyenne montagne, dans lequel c'est beaucoup défendu. Et donc, c'est tout l'aspect social, parce qu'autour de ces canaux très patrimonial peu aussi. patrimonial, ouais, autour de Mm. ces canaux très peu sophistiqués sur le plan technique, s'est développée une socialisation qui, elle, est très sophistiquée. Et qui est susceptible d'être assez résiliente aux évolutions à venir. L'objet technique, c'est bien, ça répond tout de suite. Par contre, c'est moins souple si on a des difficultés sur le plan du réchauffement climatique plus tard, sans doute. Donc, il faut se méfier et justement préserver ces trucs anciens qui ont fait preuve de leur résilience pendant des siècles, en fait. Et puis, juste, je voulais signaler que sur la notion d'économie d'eau, c'est une notion qui est bien souvent appréhendée de façon pas suffisamment sophistiquée. Si on regarde simplement le ratio au point de prélèvement, évidemment, ça ne reflète pas toute la complexité de ce qu'il y a derrière, et dans l'espace et dans le temps. Parce que, en fait, un réseau gravitaire, et c'est à ce titre qu'il le redéveloppe dans le sud de l'Espagne. Ça permet de charger les nappes au printemps, donc en prélevant beaucoup d'eau quand il y en a beaucoup dans le cours d'eau, et de la réutiliser après en été sans utiliser le prélèvement dans le cours d'eau directement. Donc, on voit bien que si on appréhende les économies d'eau sous l'angle d'un volume annuel prélevé, eh ben, on n'a qu'une petite partie de la réalité. Donc, il faut un peu regarder ça d'un peu plus près. Parfait. Oui, là, juste peut-être pour rebondir là-dessus, c'est vrai que ça, c'est une vraie question, une préoccupation qu'on a, nous, d'essayer de voir comment on pourrait... euh, parce que quand on modernise des réseaux, donc l'agence de l'eau nous aide financièrement et on doit en contrepartie remettre une partie des économies d'eau au milieu. Euh, donc l'idée, c'est aussi de voir où est-ce qu'on pourrait utiliser ces volumes d'eau, peut-être au niveau local, pour compenser tous ces effets justement de la mutation d'irrigation gravitaire vers une irrigation sous pression. Est-ce qu'on ne pourrait pas continuer à prélever cette eau quand on est en période où tout va bien, il n'y a pas de tension sur la ressource pour justement continuer à alimenter certains canaux pour la recharge de nappes. Enfin voilà. Donc là, il y a toute une discussion peut-être à mener avec l'agence de l'eau pour qu'on puisse avancer ensemble sur comment maintenir euh, ces effets induits positifs d'irrigation gravitaire tout en basculant sur un mode d'irrigation moderne. Voilà. Sandrine, et il y a des prélèvements, justement, parce qu'il y avait une question, il y a des prélèvements sur le territoire, du coup, aussi, qu'il y a des consommations, par exemple, pour les piscines, des gens qui utilisent cette eau-là aujourd'hui, Oui, parce que du coup, la oui. sobriété hydrique, voilà, n'est pas motivée, justement. Mais est-ce qu'on dit, voilà, comment on le gère? Bah, Ouais, non, voilà, c'est vrai que nous, on a des adhérents, des particuliers, ils vont utiliser l'eau du canal pour remplir leur piscine, ouais. ouais, ok. Ah, Donc, ça, ouais, ils peuvent utiliser pour leur potager, mais aussi pour remplir la piscine, ouais. peut-être c'est plus des piscines, peut-être avec les potagers. Je sais pas, je connais pas les données. Mais, Sur canal, mais non, oui, il y a les deux, oui. ouais, mais c'est vrai qu'on arrive à ce genre de situation où là encore, comment dire, ça va, mais les jours Hmm. quand on aura des grosses tensions, Alors, ça ouais, risquera, non? J'imagine. oui, Vous oui, avez c'est sûr. imaginé du coup le futur parce qu'on y arrivera probablement, hein, vu les projections. Donc, Ouais, c'est sûr. Aujourd'hui, quand il y a on a une tension sur la ressource, on va fermer les antennes qui sont urbaines pour privilégier l'usage agricole.
Ça, quand c'est bien distinct, c'est très facile à faire et c'est ce qu'on fait déjà. On va, entre guillemets, pénaliser le particulier, voilà, et pour favoriser l'exploitant. Maintenant, c'est très difficile à faire sur l'ensemble du réseau parce que les antennes, souvent, elles sont mixtes. Il n'y a pas une antenne agricole, une antenne pour Oui. des adhérents particuliers. Donc on peut le faire sur certains endroits, mais pas partout. Et donc ça veut dire que nous, il faut aussi qu'on arrive à mieux communiquer auprès des particuliers quand on est en période de restriction, voilà, pour leur dire, ben voilà, soyez hyper économes. On a fait un guide avec le Opus CME CPIE de Vaucluse. Ça s'appelle le guide de l'arrosant particulier pour essayer de les sensibiliser sur cette eau. Cette eau, elle paraît abondante, mais il faut l'utiliser sont juste, Ouais. voilà, faut pas la Oui. gâcher, etc. Euh, On essaye de et, mener des et- actions comme ça, mais c'est très difficile oui. d'aller toucher chaque personne. Mais tu sais, Sandrine, moi, hier, on a fait avec Montsartou, en fait, c'est c'est une société mixte. Donc, ce qu'ils faisaient, eux, à niveau de leur commune, c'est Ouais. vraiment de recenser les consommateurs. Je ne sais pas si vous, vous avez, voilà, les listes de piscines qu'il y a, je ne sais pas, pour voir. Et en fait, bah ouais, c'est pas votre métier, peut-être, hein, je ne sais pas, mais leur travail, vraiment, c'était de voir, voilà, voir les consommations de chacun pour voir où il y avait des fuites, où il y avait des... Voilà. Hmm. Je sais que c'est pas peut-être dans vos cordes, mais Alors, peut-être nous, que demain, vous euh, serez porté à faire quelque chose comme ça, ouais, parce que, peut-être. parce Le, qu'effectivement, il y a des très grands consommateurs et on n'explique pas, tu vois. Par contre, à les régies, etc., on commençait à faire ce travail-là pour en fait trouver hmm, là où il y avait beaucoup de consommation qui n'était pas expliqué. Donc, c'était soit des fuites sur les piscines, soit c'était, je sais pas, voilà. Mais je sais pas ok. si c'est un truc envisageable, faisable ou même pas abordable pour une structure comme la vôtre. Voilà. Euh, si, mais il y a sûrement des choses à faire. Là, je réponds à la question, les tarifs sont-ils différents entre urbain et rural? Oui, les particuliers, ils payent l'eau plus cher. Il y a un tarif spécial pour les particuliers et c'est pas le tarif agricole, c'est plus cher. Mais il y a quand même une difficulté qui est liée au statut de l'ASA. Une ASA, c'est une association de propriétaires et on doit l'eau à nos propriétaires. Et finalement, que le propriétaire, il soit dentiste ou agriculteur, je lui dois l'eau. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'on peut rien faire non plus. Aujourd'hui, notre base de données, elle identifie des propriétaires fonciers. Il n'y a pas Oui, une profession derrière. oui, oui, Donc oui, oui. ça, il faudrait qu'on arrive à justement à amender cette base de données pour que on arrive au moins facilement. Je pense que on peut arriver facilement à identifier les exploitants, les fermiers, les choses comme ça. Même si sur les, parce qu'on a 17 500 membres, sur l'intégralité des membres, on n'arrivera pas à faire un travail complètement exhaustif, mais je pense qu'on peut quand même avancer sur la Ouais, distinction des usages et peut-être mieux cibler les communications. oui. Ok, Pascal, rapide, on a déjà dépassé, mais vas-y. Oui, juste faire attention à cette notion de tarifs différents, parce que ce qui fait la particularité d'une ASA, ça a été dit, c'est que c'est les propriétaires et on délivre l'eau à tous les propriétaires tels qu'ils sont, et c'est Mm. ce qui nous permettra de défendre auprès de la Commission européenne la spécificité des ASA pour les sortir du champ des aides d'État. Je rentre un peu plus dans le Ok. détail, mais voilà, donc il faut respecter cette notion de propriété. Mais nous, la BRD, la base de répartition des dépenses qui a été votée, voilà, elle tient compte justement, elle essaie de tenir compte de l'intérêt de chaque propriété à participer aux dépenses de l'ASA. Et on a considéré que la multiplication des prélèvements particuliers, le fait qu'il y ait énormément de branchements, etc., de petits diamètres, ça nécessitait beaucoup plus de déplacements de la part de nos gardes, nos agents, et donc D'accord. un tarif supplémentaire. Mais je partage complètement votre avis. Parfait. Écoutez, c'est 10h06. Sandrine, je te remercie énormément pour ta présence, pour avoir échangé. Je rappelle qu'on aura voilà, les replays sur notre chaîne YouTube. Hein, je ne l'ai pas dit. Tous les vidéos et les Ok. replays de matinales sur notre chaîne YouTube FNE PACA. Vous tapez Ça coule de source, au matinal, Ça coule de source et vous allez trouver tout. Et vous dire à demain pour la dernière des matinales. On ira dans le 06 à Aiglan pour voir un peu comment on a géré une forêt
comme on cherche de gérer la forêt et le débit qui devrait être assigné à la cascade pour la maintenir telle. Parce que des fois, on a un peu trop prélevé et du coup, on est arrivé à avoir plus la cascade. Donc voilà. À demain. Encore merci et bonne Ça journée à tout le marche. monde. Merci. Merci.